Entre la palette du roi Narmer, fils de Scorpion, qui trace un canal dans le Limon, Imhotep, bâtisseur de pyramides, figeant la vie dans des pierres assemblées par la géométrie, Akhenaton, premier monothéiste, Moïse, enfant flottant dans les roseaux du Nil, Bonaparte, galopant à dos de dromadaire, sous l'œil fixe du Sphinx, Ferdinand de Lesseps, statufié, renversé de son socle par Gamal Abdel Nasser, l'Égypte, à travers les siècles, a additionné les images. Il s'en ajoute une à l'inventaire aujourd'hui, Saad el-Ali, le haut barrage d'Assouan. Ce matin d'ailleurs, le chef de l'État égyptien Anwar el-Sadat et le chef du Soviet suprême Nicolas Podgorny ont coupé le traditionnel ruban vert, dévoilant aussi une plaque à la mémoire du président Gamal Abdel Nasser, lequel aujourd'hui aurait exactement 53 ans. Saad el-Ali, c'est en Égypte un nom magique. J'y suis passé à côté de cette montagne artificielle qui barre, régularise le flot du Nil, le broie en turbine et le répartit en canaux, rejoignant un rêve ancien déjà. En 1908, Winston Churchill constate « Ce serait très amusant de faire passer le Nil par une turbine avant qu'il commence son long voyage. » Un siècle avant, Napoléon Bonaparte écrit que s'il régnait sur l'Égypte, plus aucune goutte d'eau du Nil ne se perdrait dans la mer. Et avant, tous les pharaons ont œuvré, légiféré, l'Égypte don du Nil. Le Nil, c'est une magie, surtout posée dans le désert. Monde minéral, montagnes tabulaires usées par le vent, crêtes brunes, vallées pétrifiées, coteaux calcinés, sable vitrifié où le soleil, pendu comme une perle incandescente, rosille le sable de son regard oblique et joue dans l'ombre piégée par les cassures du sol. Le Nil, dans ce paysage foudroyé, lunaire, c'est la magie, c'est-à-dire la verdure de la luzerne, la couronne des palmiers, entre quoi chemine ce reptile bleu et musclé qu'est le fleuve. Au cours des siècles, il a contraint l'État de s'organiser, créant une monarchie absolue, la dictature tutélaire. Dompté, il conserve aujourd'hui pourtant une puissance terrible. Si le barrage d'Assouan craquait, toute l'Égypte, jusqu'au dernier fétu, serait définitivement balayée. Dans son télégramme de félicitations, M. Léonid Brejnev, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, a eu raison de parler de géant. Saad el-Ali, le barrage ainsi nommé parce qu'il est en amont d'un barrage beaucoup plus modeste. Il aura fallu 11 ans de travaux, les efforts de 3000 techniciens soviétiques, de 34 000 ouvriers et ingénieurs égyptiens. Les travaux ont fait 220 victimes officiellement, ont coûté quelques 5 milliards de francs. C'est l'œuvre grandiose du régime nassérien, 17 fois le volume de la pyramide de Khéops. Régulariser le cours du Nil, irriguer les terres, produire une quantité fantastique d'énergie électrique, sortir le pays de son sous-développement, voilà la fonction de ce troisième barrage du monde. 130 milliards de mètres cubes d'eau retenus, sur un demi-million d'hectares, 3 récoltes annuelles possibles. 12 groupes de turbogénérateurs débitant 10 milliards de kilowattheures. On a déblayé 40 millions de mètres cubes de terre et de roches. Le mur a 1000 mètres d'épaisseur à la base, 32 au sommet. Cette digue extraordinaire a 112 mètres de haut. Un lac artificiel, 500 km de long en 1980, 11 km de large, 5000 km², soit la superficie de l'île de Rhodes. Ce lac, c'est le lac Nasser. Et bien sûr, ce gigantisme a aussi valeur de symbole. Comment en irait-il autrement? Au fil des millénaires, le flux du Nil a charrié tant d'événements lourds de conséquences pour tous les hommes que cette muraille qui en dévie le cours n'a pas fini de susciter des commentaires et de nourrir la réflexion, voire le rêve. C'est l'apparition du fait industriel, avec tout ce que cela comporte dans le changement de la mentalité des hommes, dans l'équilibre écologique, géographique. C'est l'apparition de l'industrie lourde dans un pays sous-développé, dans un continent de pêcheurs, de paysans et de pasteurs. C'est donc l'espoir de briser la dépendance du pays à l'égard de l'Occident industrialisé, avec le risque d'en instaurer une autre, la dépendance à l'égard de l'Union soviétique. M. Brejnev, aujourd'hui, dans son télégramme de félicitations, voit dans l'ouvrage la preuve convaincante de l'efficacité et de la coopération des jeunes pays en voie de développement avec les États socialistes. En fait, le barrage consacre le fait que l'Union soviétique
prennent pied d'une manière spectaculaire dans une terre où elles n'avaient jamais été auparavant. Cette terre occupe une position stratégique clé. Elle donne sur la mer Rouge, sur la Méditerranée, le Moyen-Orient pétrolier, le Sahara et sur l'Afrique noire. En cela, Assouan marque aussi une manière de rupture politique avec le monde occidental. La construction de ce barrage que le Reich inaugure frappé dans l'effigie, c'est l'aboutissement aussi d'une fantastique partie de poker internationale. Nous écoutons à ce propos Jean et Simone Lacouture que Claude Méret a rencontrés. L'histoire du barrage d'Assouan, c'est en fait l'histoire du nasserisme. Elles se confondent étroitement et en racontant l'histoire du barrage, on raconte l'histoire de Nasser. D'ailleurs, le barrage, les premières recherches, les premières négociations pour la construction ont commencé peu de temps après l'instauration du régime militaire, qui a été fait sous l'inspiration directe de Nasser, d'abord sous l'égide de Naguib, puis sous son égide personnelle, et le barrage est inauguré quelques semaines, 2-3 mois, après la mort de Nasser. Donc les deux histoires sont totalement parallèles et s'imbriquent constamment. Les drames de Nasser ont été les drames qui, la plupart du temps, ont été créés à cause du barrage, et son triomphe et ses échecs ont été les triomphes et les échecs du barrage. Vous êtes l'historien de Nasser. Vous venez d'éditer un ouvrage qui s'intitule Portrait de Nasser. Par conséquent, vous allez nous dire comment ce barrage a pu être mis en œuvre et quel en a été son symbole et son esprit. D'une part, il y a une exigence économique absolue, c'est que Nasser arrive au pouvoir en Égypte, l'Égypte a 22 ou 23 millions d'habitants, il meurt, elle en a 32 ou 33 millions. Et cette prodigieuse pression démographique impose des efforts de construction exceptionnels, absolument dramatiques. Faute de construire des ouvrages de cette dimension-là, de cette importance et de cette efficacité-là, l'Égypte était vouée à la catastrophe. Le barrage n'est pas la solution de tous les problèmes égyptiens, mais il est une solution indispensable. Il ne suffit pas de construire le barrage, mais il faut d'abord construire le barrage, et il faut faire encore beaucoup d'autres choses, peut-être le contrôle des naissances, une industrialisation forcenée, une redistribution de la population égyptienne plus intelligente. Bref, mais il y a cet aspect donc réaliste, cet aspect indispensable, mais il y a aussi un aspect de grandeur, un aspect de rêve, plus ou moins pharaonique, non avoué. Mais il est vrai que Nasser, comme d'autres personnages que nous avons connus ici de plus près, est un personnage qui pense à la grandeur. Et il s'agissait de se rendre immortel. Et Nasser a voulu non seulement sauver son peuple, mais aussi construire sa pyramide. Si vous voulez, les deux aspects fondamentaux du nasserisme se retrouvent à travers le barrage, qui est à la fois la soupape de sûreté de l'Égypte et la pyramide de Nasser. Et alors donc, encore une fois, l'histoire de Nasser et l'histoire du barrage se confondent. Les premières recherches, les premières études, les premières négociations ont commencé peu de temps après l'arrivée des officiers nassériens au pouvoir en 1952. Le projet du barrage, ma femme me disait tout à l'heure, est un vieux projet que les Anglais avaient examiné depuis longtemps, c'est une vieille histoire. Mais elle a commencé à prendre forme quand un ingénieur d'origine grecque, Adrien Daninos, cousin, je crois, lointain de Pierre Daninos, vers 1947-48, établit le projet d'un gigantesque barrage à la hauteur de Kalabcha, un peu en amont d'Assouan. Et il l'a proposé au régime faroukien, qui a trouvé ça complètement dément, complètement fou. Les ingénieurs anglais ont cru que c'était impossible, et ça a été renvoyé. Quand les jeunes officiers sont arrivés au pouvoir, le brave ingénieur Daninos, avec son dossier sous le bras, est revenu les voir, et ces jeunes officiers, nationalistes, rêveurs, rêvant à la grandeur de l'Égypte, ont dit « mais c'est admirable, il faut faire ça ». Et alors ils se sont mis à l'étude des possibilités qui étaient essentiellement les problèmes d'abord financiers. Les 2 ou 3 premières années du régime, on s'est occupé surtout de l'évacuation des Anglais, de l'affaire du Soudan, de différentes affaires, et on n'a pas suivi très près les choses. Mais en 1954, après l'évacuation anglaise, et surtout en 1955, Nasser a pris le dossier en main et a commencé à chercher quel financement il pourrait obtenir. Il s'est d'abord tourné vers l'Ouest, parce qu'à cette époque-là, on se tournait d'abord vers l'Ouest, par définition, et il a eu d'abord des réactions assez difficiles, parce que la Banque internationale voulait avoir un contrôle assez précis sur l'ensemble des travaux et du financement, et que le contrôle des étrangers en Égypte, c'est une vieille histoire qui fait très peur parce que ça a été l'origine de la colonisation. Alors Nasser d'abord s'est découragé un peu de cela, et puis à vrai dire les offres anglo-américaines étaient tellement importantes et tellement tentantes à la fin de 1955 qu'il a commencé par les accepter. Et françaises et allemandes, parce qu'il y avait un consortium franco-britannique-allemand, donc c'était vraiment tout l'Ouest.
Alors, il y avait à la fois, si on peut dire, de l'argent américain, plus de l'argent anglais, plus de l'industrie anglo-franco-allemande. Voilà comment on peut dire. Tout ça était donc de l'Ouest. Et ça se présentait assez bien jusqu'au mois de juillet 1956, où Nasser, pour les armes, s'étant tourné cette fois-ci vers l'Est, ayant obtenu des armes du côté de l'Est, les Américains ont commencé à se fâcher. Et au début de l'été 1956, il y a eu cette fameuse déclaration de Foster Dulles disant que toutes les offres qui avaient été faites pour la construction du barrage d'Assouan à l'Égypte ne pouvaient plus être accepter, être tenu. Ces financements ne pouvaient pas être faits par l'Occident parce que l'économie égyptienne était trop fragile et que le pouvoir égyptien n'était pas sérieux. Et c'est au lendemain de cette déclaration de Dulles que Nasser a fait son fameux discours de Suez, discours d'Alexandrie, nationalisant la compagnie du canal de Suez, qu'il a tout d'un coup projeté vers l'Est et a ouvert sa longue crise avec l'ensemble du monde occidental. Donc vous voyez, c'est très précisément l'histoire du barrage qui a provoqué le virage décisif dans la carrière de Nasser. Toute l'année 55, il avait remis en question plus ou moins ses collaborations avec l'Occident, mais c'est à propos du barrage, à propos du prêt sur le barrage, à propos du retrait du prêt anglo-américain, et surtout américain et de la Banque mondiale sur le barrage, que Nasser a viré de cap et qu'il a commencé sa longue collaboration avec le clan de l'Est, qui d'ailleurs a subi des variations, des atténuations, mais enfin, c'est tout de même à propos du barrage qu'il a fait son virage fondamental. Encore en 56, il y a eu d'ailleurs depuis 56, après des tentatives de l'Ouest, car l'Allemagne fédérale, par exemple, et notamment M. Erhard, quand il était chancelier, a fait un voyage en 1958 en Égypte pour proposer de nouveau que ce soit l'Allemagne qui prenne une grande partie du financement et l'essentiel de la technique, de la construction technique du barrage. Les contacts avec les Suédois sont restés assez étroits, mais c'est pourtant en 1960 les Soviétiques qui ont obtenu l'essentiel du financement et de la construction technique du barrage. On peut rappeler également que dès 1954, les Français avaient commencé sur place, sur le terrain, les travaux de prospection, d'études des sols, à Aswan même, et l'équipe était en place quand les événements de 1956 sont arrivés. Alors ce barrage, est-il soviétique? Est-il français? Est-il un petit peu américain? Ou est-il véritablement égyptien? Non, il est égypto-soviétique, n'est-ce pas? Il est bâti avec des roubles et aussi des livres égyptiennes, bien entendu, du coton égyptien vendu à l'étranger, notamment aux soviétiques. Donc un très lourd investissement en coton qui obère l'économie égyptienne pour de très très longues années. Ce n'est pas donné, c'est très cher. Les soviétiques sont très durs en affaires. Ce ne sont pas des partenaires commodes, mais c'est assez compréhensible. Il est donc égypto-soviétique, avec essentiellement les ingénieurs soviétiques et le peuple et le bras et la sueur égyptienne. Ce barrage signifiait un lac de 600 km de long, le plus grand du monde, qui allait recouvrir un ensemble de territoires occupés en général par des Nubiens, qui représentent une civilisation extrêmement originale, et cette civilisation allait disparaître sous les eaux. Allait disparaître, non pas les Nubiens que l'on a réinstallés. Et puis, il y avait une vingtaine de temples, dont le fameux temple d'Abou Simbel, qui est le plus fameux d'entre eux, qu'il fallait sauver d'une façon ou d'une autre, et c'est là que l'UNESCO s'est unie à l'Égypte et tous les pays du monde pour arriver à sauver ces temples. Comment cela a-t-il pu être fait? Il y avait d'une part 20 temples, c'est tout de même énorme, mais il y avait aussi quantité de fresques, de ruines de temples, de morceaux de temples, mais qui étaient fort intéressants. Et même à l'occasion de ces travaux, on a même fait des découvertes. Et au fur et à mesure qu'on faisait ces découvertes, on se disait « Mais mon Dieu, mais c'est honteux, mais c'est scandaleux, d'où cette campagne extraordinaire qui s'est répandue dans les couches les plus simples de la population. » Un jour, ma concierge m'a dit « Mais enfin, c'est affreux, Abou Simbel va disparaître. » Alors que moi, je trouvais beaucoup plus grave que les 30 millions d'Égyptiens meurent de faim, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que le gouvernement égyptien s'est décidé un jour à faire ce barrage. Mais c'est vrai que c'était un choix aussi sur ce plan. Il est vrai que sous ce barrage, sous ce lac qui a 600 km de long, il y a certainement des trésors engloutis qui n'ont jamais été prospectés et qui ne pourront plus jamais être découverts. Ça, c'est certain. Mais entre mourir certainement de faim et puis peut-être découvrir un jour un temple merveilleux, il n'y avait pas à hésiter, je crois. Et on a hésité longtemps, mais on a choisi les hommes contre les pierres. Comment les vraies valeurs culturelles, intellectuelles et artistiques ont-elles réussi à être sauvées?
Eh bien, l'UNESCO a réussi ce tour de force de faire une campagne internationale si intelligente et si bien menée que le monde entier s'est passionné pour cette affaire des temples de Nubie. Chaque pays a contribué selon ses moyens, en envoyant et de l'argent et des égyptologues, des chercheurs, des peintres, des dessinateurs, des photographes. Des équipes ont été formées sur le terrain qui ont fait des relevés de temples, qui ont démonté des temples, numéroté les pierres. Certains ont fait même des découvertes très importantes. Une équipe polonaise a découvert d'ailleurs une basilique des débuts de l'ère chrétienne, avec de très belles fresques. Et d'ailleurs, pour les récompenser, le gouvernement égyptien a fait cadeau à chacun de ces pays d'un petit temple qu'il a pu démonter et emporter chez lui. D'après vous, quelle est la somme des valeurs sauvées ainsi, artistiquement, sur le plan mondial? C'est très difficile à chiffrer et ça dépend aussi de l'optique dans laquelle vous vous placez. Par exemple, pour les égyptologues, il est certain qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses d'un point de vue potentiel, parce que ce quelque chose, on ne le connaît pas, on ne le mesure pas. Mais si l'on pense aux gens comme vous et moi, aux touristes, appelons-le plutôt le voyageur, si l'on pense aux voyageurs, j'estime que non seulement on n'a rien perdu, mais qu'on a tout gagné. Prenons Abou Simbel, qui est le plus connu de tous ces temples. C'est Abou Simbel que l'on a découpé en morceaux. C'était une montagne, Abou Simbel, n'est-ce pas? Eh bien, on a découpé la montagne en morceaux, on a numéroté cette montagne, on l'a remontée 100 mètres plus haut, on l'a déplacée et on l'a construite. C'est évidemment un travail fantastique. Lorsque nous habitions l'Égypte, mon mari et moi, en 54-55, nous sommes allés voir Abou Simbel la première fois en 1954. C'était une véritable expédition, mais au sens propre du mot. Alors que tout le monde allait facilement voir les fameuses pyramides, le Sphinx, Saqqara, la Haute-Égypte, Luxor. On s'arrêtait à l'ancien barrage d'Aswan et on n'allait guère au-delà. Sinon, pour aller voir tout près le temple de Philae. Mais pour aller à Abou Simbel, il fallait fréter un bateau spécial avec une autorisation du ministère du Tourisme, se faire accompagner d'un certain nombre d'égyptologues, de gardiens, de cuisiniers, faire un approvisionnement compliqué en eau, en légumes. Enfin, c'était une expédition charmante, passionnante. Nous avons fait cette expédition, mon mari avec moi, avec des amis, et des amis égyptiens, et c'était très intéressant. Ça prenait 8 jours. Ou bien alors, on prenait le bateau normal qui allait au Soudan, mais ce bateau ne s'arrêtait que 10 minutes, un quart d'heure. Et on risquait de louper le temple, parce que si on passait d'un moment où l'éclairage était mauvais, on ne voyait rien du tout. Ou bien quelquefois, le bateau n'avait pas le temps de s'arrêter plus d'un quart d'heure et on ne pouvait pas visiter le temple, pour lequel il fallait une demi-journée. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. D'abord, maintenant, ce temple est connu du monde entier. Alors qu'autrefois, il n'y avait qu'une dizaine, enfin, il y avait quelques spécialistes qui le connaissaient. Maintenant, il est devenu le clou de l'Égypte. Il y a des vedettes spéciales qui prennent les touristes à Aswan et qui les emmènent voir Abou Simbel. Sur ce plan-là, non seulement on n'a rien perdu, mais on a tout gagné. Et pour un œil qui n'est pas un œil de spécialiste et qui n'a pas connu l'ancien temple d'Abou Simbel, je le défie de découvrir que ce temple n'a pas été là depuis des millénaires. Mais moi, je pense aussi à la disparition de la civilisation nubienne. Il y avait 33 villages qui ont dû être évacués et les Nubiens ont été réinstallés, les uns au Soudan, ceux qui étaient près de la frontière, et les autres non loin de Luxor, disons grosso modo. Or, c'était une civilisation très originale. Ces Nubiens sont des gens extrêmement artistes qui parlaient une langue qui n'était pas l'arabe, le Kensi, qui est une langue qui se rapproche plutôt, disons, du berbère ou du kabyle. Ils sont maintenant complètement égyptianisés dans leur nouveau village. Ils vont être complètement phagocytés par les Égyptiens et cette civilisation va complètement disparaître. Et ça, c'est très triste. Voilà, pour construire ce fabuleux barrage, on a édifié une montagne et déplacé des dieux. Les choses changent en Égypte. L'humidité née du lac modifie le climat. Le limon ne passe plus ou presque. Il faudra les engrais pour le remplacer. Et dans la mer, très au nord, les sardines s'en vont et les pêcheurs s'interrogent. Commencer l'aventure d'Assouan, décidément, continue. Elle n'est pas terminée.
Thank you.